Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur 4 points clés de la conférence de presse de Zakharova Maria, tenue le 18 décembre 2024. Lors de cette conférence, elle a abordé un total de 15 sujets et répondu à 20 questions. Le lien vers la source originale est disponible dans la description de la vidéo. Pour cette fois, nous ne traiterons que les 4 premiers points, et les autres feront l'objet de vidéos à venir. Le premier point concerne l'assassinat du général-lieutenant Ilya Kirillov, chef de la direction des troupes de protection radiologique, chimique et biologique des forces armées russes. Le deuxième point évoque la disparition de plusieurs centaines d'échantillons de virus mortels dans un laboratoire biologique australien, information récemment révélée par les médias. Le troisième point est lié au rapport annuel du département d'État américain sur la lutte contre le terrorisme. Enfin, le quatrième point se penche sur la crise ukrainienne. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos proches. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, cliquez sur le bouton Merci sous la vidéo ou sur Rejoindre pour devenir membre de la chaîne. Nous remercions chaleureusement nos 5 membres actuels pour leur soutien indéfectible. Merci à tous pour votre engagement. Passons maintenant à la conférence de presse de Maria Zakharova. Sur l'assassinat du chef de la direction des troupes de protection radiologique, chimique et biologique des forces armées de la Fédération de Russie, le général-lieutenant Ilya Kirillov. Le service de sécurité ukrainien a revendiqué la responsabilité de l'attentat qui a coûté la vie à Igor Kirillov, un général de haut rang responsable de la défense nucléaire, dans une explosion survenue près d'un immeuble résidentiel à Moscou ce mardi matin. Kirillov et son assistant ont été retrouvés sans vie après l'explosion d'une bombe dissimulée dans une trottinette, à l'extérieur de l'immeuble. C'était un chef militaire dévoué à son devoir et à son serment. Tout le monde comprend ce qui s'est passé et ce qu'il faut faire. Bien que l'enquête n'en soit qu'à son début, nos ennemis se sont déjà empressés de publier des informations sur leur implication. Cet incident marque la perte du plus haut responsable militaire russe à Moscou depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022. La veille de son assassinat, Kirillov avait été accusé par les autorités ukrainiennes d'avoir recours à des armes chimiques interdites sur le sol ukrainien. Le général était également visé par des sanctions imposées par plusieurs nations, dont le Royaume-Uni et le Canada. Suite à cet événement, le Premier ministre britannique a renouvelé son soutien à l'Ukraine. En réponse, les autorités russes ont annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle concernant les circonstances de ces décès. Le 17 décembre de cette année, tôt le matin à Moscou, une tragédie monstrueuse s'est produite. Un attentat terroriste qui a coûté la vie à 2 militaires russes. Parmi eux, le chef de la direction des troupes de protection radiologique, chimique et biologique des forces armées de la Fédération de Russie, le général-lieutenant Igor Anatolievitch Kirillov, un collègue, un camarade et un ami. Son assistant a également perdu la vie. Le comité d'enquête de Russie a ouvert une enquête criminelle en vertu des articles 105, 205 et 222 du Code pénal de la Fédération de Russie, meurtre, acte terroriste, trafic illégal d'armes et de munitions. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues d'Igor Anatolievitch. Cette perte est également la nôtre, car il était un compagnon d'armes exceptionnel. C'est une perte irréparable pour nous tous. Igor Anatolievitch était un officier combatif, profondément dévoué à son devoir et à son serment. Professionnel brillant, incroyablement érudit et maîtrisant parfaitement tous les aspects de son domaine, il était un homme fiable, intègre et responsable. Pendant des années, il a systématiquement dénoncé les activités criminelles des anglo-saxons et de l'OTAN dans le domaine des armes chimiques et de la sécurité biologique. Ilya Kirillov a révélé les faits liés au laboratoire biologique américain en Ukraine, où des agents biologiques ciblant sélectivement certaines ethnies, y compris les Slaves, étaient créés. Il a également exposé les cas d'utilisation d'armes chimiques par le régime de Kiev sur le front, ainsi que les préparations de provocations impliquant des agents biologiques et des bombes sales. Sa mission de révéler les manipulations anglo-saxonnes avait débuté bien plus tôt. En 2018, lorsque la propagande occidentale avait accusé la Russie d'une prétendue attaque chimique dans la ville syrienne de Douma, c'est Ilya Kirillov qui avait mis en lumière les incohérences flagrantes de cette affaire fabriquée de toutes pièces. Il avait dénoncé les « reporters » filmant des cratères prétendument causés par des armes chimiques, portant seulement des masques de gaz, ou encore les « casques blancs » qui aspergeaient des victimes d'eau, incapables de neutraliser une substance chimique. Le général-lieutenant Kirillov, par son courage et son dévouement, est devenu une véritable épine dans le pied des russophobes en Occident. Ce tragique attentat terroriste, revendiqué par le régime de Kiev, montre que les véritables instigateurs sont les anglo-saxons, principaux bénéficiaires du terrorisme orchestré par ce régime.
Le silence de l'Occident face aux assassinats de figures publiques russes ou leurs justifications insidieuses illustre leur cynisme et leur hypocrisie. Nous comprenons bien les motivations derrière cet attentat et ses objectifs. Nous savons également qui pointe à Kirillov, par ses dénonciations, entraver leur tentative de manipulation. Nous n'oublierons pas. La mission permanente de la Russie à l'ONU soulèvera cette question lors de la réunion du Conseil de sécurité demandée pour le 20 décembre sur les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. Nous sommes déterminés à ce que les auteurs de cet assassinat soient identifiés et punis, où qu'ils se trouvent. Aux instigateurs et soutiens du régime de Kiev, nous répondons, vous ne nous intimiderez pas. Nous défendrons la vérité, celle qui pointe à Kirillov incarnée et révélée avec courage. Sur l'apparition dans les médias d'information concernant la disparition de plusieurs centaines d'échantillons de virus mortels dans un laboratoire biologique australien. Des informations ont émergé concernant la disparition de plusieurs centaines d'échantillons de virus mortels dans un laboratoire biologique australien. Ces nouvelles proviennent de Canberra, incluant une déclaration du ministre australien de la Santé sur la perte de plus de 300 échantillons de virus mortels dans un laboratoire biologique public situé à Queensland. Il est à noter que cet incident remonte à 2021, mais n'a été découvert qu'en août 2023, soit 2 ans plus tard. Ce n'est que récemment que l'information a été rendue publique. Cependant, d'après les médias, les circonstances de cet événement demeurent floues. Bien que les experts publics locaux affirment qu'il n'y a pas de menace pour la santé publique, ils n'excluent pas la possibilité d'un vol des agents pathogènes et leur utilisation à des fins malveillantes, notamment pour la création d'armes biologiques. Nous sommes convaincus que l'incident de Queensland aurait pu être évité s'il existait un mécanisme de vérification efficace dans le cadre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines, CIAPT. La Russie plaide depuis de nombreuses années en faveur de l'élaboration d'un protocole juridiquement contraignant pour la Convention en la matière. Cependant, les États-Unis et leurs alliés, y compris l'Australie, bloquent systématiquement les travaux sur ce document. Sur le rapport annuel du département d'État américain sur la lutte contre le terrorisme. Le 12 décembre de cette année, le département d'État américain a publié son rapport annuel sur la lutte contre le terrorisme pour 2023. Ce document, qu'on pourrait aisément qualifier de rapport fictif, comme les années précédentes, est dépourvu de tout standard cohérent et logique, à l'exception d'un seul, servir une commande politique et manipuler les informations. Tout expert qui le consulterait constaterait son absurdité, et même le grand public perçoit ces rapports de la même manière. Dans ce document, des accusations gratuites désignent l'Iran, la Corée du Nord, Cuba et la Syrie sous le régime de Bachar al-Assad comme des États soutenant le terrorisme. L'administration américaine s'appuie toujours sur une pseudo-doctrine juridique de « terrorisme d'État », régulièrement utilisée pour justifier ses interventions illégales dans les affaires intérieures d'autres pays et pour légitimer l'application de mesures coercitives unilatérales contraires à la Charte des Nations Unies. De tels étiquetages et manipulations reviennent à désigner les États qui déplaisent aux États-Unis comme des organisations terroristes, sous prétexte d'une soi-disant analyse réalisée par le département d'État. Dans le cadre de la politique russophobe adoptée par Washington, la Russie se voit accorder un chapitre entier dans ce document, où elle est accusée sans fondement de persécuter l'opposition politique, les médias indépendants et les structures religieuses sous prétexte de lutter contre les menaces terroristes. Les auteurs du rapport insinuent de manière éhontée que les autorités russes porteraient systématiquement atteinte aux droits humains, à la liberté d'expression, de réunion et de culte, tout en ignorant les attaques terroristes perpétrées par le régime de Kiev sur le territoire russe. Aucune section, ni même une mention, n'est consacrée au régime de Volodymyr Zelensky, bien que ce dernier soit impliqué dans des actes terroristes contre des civils en Russie. Les tentatives maladroites de nier les accusations de Moscou sur les activités terroristes de Kiev, notamment l'assassinat du général Ilya Kirillov le 17 décembre, confirment cette tendance. Le rapport va même jusqu'à affirmer qu'aucun acte de terrorisme n'a été recensé en Russie en 2023, ignorant ainsi des événements majeurs tels que les attaques contre KV Malofev, V Tatarsky, Z Prilpin, ainsi que les frappes contre le pont de Crimée ou des infrastructures civiles. Un autre mensonge éhonté figure dans ce rapport. La Russie est qualifiée, sans preuve, de centre de diffusion d'une idéologie de terrorisme motivé racialement et ethniquement, dans le cadre d'une prétendue désinformation sur les événements en Ukraine. Cette accusation reflète une tentative des États-Unis et de leurs alliés de diviser les terroristes en bons et mauvais, selon leurs intérêts. Le rapport passe sous silence la transformation du régime de Kiev, soutenu par les États-Unis, en un foyer de terrorisme grâce à l'afflux incontrôlé d'argent et d'armes américaines. Pendant ce temps, les prétendues initiatives de Washington pour combattre le terrorisme sont largement mises en avant dans ce document, mais leur sincérité suscite de sérieux doutes. Enfin, le rapport inclut à nouveau Cuba dans la liste des États soutenant le terrorisme, une affirmation totalement dénuée de logique, sur laquelle nous publierons un commentaire séparé. À propos de la crise ukrainienne, les néo-nazis ukrainiens continuent de mener des actes de terreur contre la population civile russe, la soumettant quotidiennement à des bombardements d'artillerie et à des attaques de drones.
Dans la nuit du 11 décembre, les forces armées ukrainiennes ont lancé une frappe de missiles sur Taganrog, endommageant une chaufferie et incendiant 14 véhicules, sans faire de victimes. Ce même matin, 6 missiles américains, ATACMS, ont été tirés sur une base aérienne militaire de la ville, mais tous ont été interceptés par le système antiaérien Pantsir. Toutefois, des fragments tombés ont causé des blessures. Dans la région de Belgorod, le 14 décembre, des nationalistes ukrainiens ont intentionnellement attaqué une maison d'habitation à l'aide d'un drone dans le village de Maïski, où résidait une femme avec ses jeunes enfants. Tragiquement, son fils de 9 ans a été tué, tandis que sa fille de 7 mois et elle-même ont été blessées. Le 15 décembre, dans le village de Terebrino, un membre des forces d'autodéfense a été tué par un drone. Dans une autre attaque près du village de Borki, un conducteur de camion a été blessé. Le 16 décembre, les néo-nazis ukrainiens ont bombardé Gorlovka, RPD, avec de l'artillerie à munitions à fragmentation de calibre temps, et ont utilisé un drone pour larguer un engin explosif sur une voiture, tuant une personne et blessant 4 autres. Nos soldats du groupe Centre ont rapporté que, lors de la libération de Petrovka, RPD, le 15 décembre, ils ont découvert des civils enfermés dans des caves par les néo-nazis ukrainiens. Il s'agissait principalement de personnes âgées, qui avaient été privées de nourriture et maltraitées. Les victimes ont exprimé leur soulagement d'être libérées de leurs tortionnaires néo-bandéristes. Il a été confirmé que des enfants locaux avaient été enlevés de force par l'armée ukrainienne. Des informations diffusées dans les médias indiquent que dans la ville de Kurakovo, pratiquement sous contrôle des forces russes, les autorités locales, sur ordre de l'administration militaire ukrainienne, refusaient l'aide humanitaire aux habitants s'ils écrivaient leurs demandes en langue russe, sans tenir compte de leur état de santé, handicap ou âge. Cela illustre un acte de barbarie et de déshumanisation flagrante. Où sont les organisations humanitaires pour dénoncer de tels actes? Où sont ceux qui devraient surveiller ces abus? Ils préfèrent s'occuper d'autres sujets comme les harcèlements ou les identités de genre. Ces actes visent à un génocide basé sur la langue et l'origine ethnique. Certaines personnes capturées, se révélant être des néo-nazis ukrainiens, avouent en russe qu'ils pensent dans cette langue et décrivent leurs exploits sur les territoires occupés de la région de Koursk. Le combattant ukrainien à Plombiru, ayant rendu les armes, a avoué avoir, sur ordre de ses supérieurs, exécuté des civils ne parlant pas l'ukrainien. Il a aussi reconnu s'être déguisé en soldat russe pour s'approcher des positions de nos forces et les attaquer. Le tribunal public international pour les crimes des néo-nazis ukrainiens a publié, le 17 décembre, un rapport intitulé Astérisque, exécution massive de civils par les forces armées ukrainiennes dans la ville de Selidovo, Astérisque, basé sur des témoignages de victimes et de témoins. Ce document traite des massacres de civils sans défense, perpétrés par les faux et des légionnaires, étrangers lors de leur retraite à partir du 22 octobre. Les images des conséquences de ces atrocités ont été diffusées par les médias russes. Le contenu du rapport est insoutenable. Des soldats ukrainiens et des mercenaires ont fait irruption dans des maisons et appartements à Selidovo, exécutant à bout portant des femmes, des hommes et des personnes âgées. Ces crimes de guerre d'une cruauté extrême sont imprescriptibles et feront l'objet d'une enquête approfondie afin de traduire tous les coupables en justice. Les forces de l'ordre russes et le ministère de la Défense ont obtenu des preuves irréfutables que les faux ont utilisé, à plusieurs reprises en septembre, des munitions incendiaires contenant du phosphore blanc, larguées par des drones. Cela démontre que l'Ukraine dispose d'armes chimiques non détruites conformément aux normes internationales, ainsi que de la capacité de synthétiser des substances hautement toxiques répertoriées dans la liste 1 de la Convention sur les armes chimiques. Ces munitions, interdites par le protocole 3 de la Convention de Genève, sont des armes non discriminantes qui ne doivent pas être utilisées dans les zones peuplées. Ces crimes, ainsi que leurs auteurs, devront répondre de leurs actes selon toute la rigueur de la loi. Les tribunaux russes continuent de condamner les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour leurs crimes de guerre. Le mercenaire néo-zélandais J. O'Brien et le géorgien T. Tivads ont été condamnés par contumace à 14 ans de prison pour leurs activités. Le second, dans ses réseaux sociaux, exprimait fréquemment des opinions russophobes. À 24 ans de prison a été condamné le commandant d'une batterie de mortiers des faux, Ipilipier, responsable de tirs le 8 mars 2022 sur le quartier Myrny à Mariupol, qui avait causé la mort d'un civil et blessé son épouse. Leur jeune fille avait échappé de justesse aux éclats meurtriers. De même, A. Matvishin, commandant d'une unité spéciale ukrainienne, a été condamné à 24 ans pour avoir ordonné des frappes de drones sur les régions de Koursk et de Bryansk, blessant au moins 12 civils. Le soldat V. Panchenko a été condamné à 15 ans et I. Dmitrakov à 14 ans pour avoir ouvert le feu sur des civils en territoire russe. L'ancien employé des services de renseignement ukrainiens, I. Yashik, a été condamné à 22 ans de prison pour avoir espionné les forces russes et transmis des données aux services secrets britanniques. En octobre 2022, il avait organisé une attaque contre une patrouille des forces de sécurité russes en RPD, tuant un soldat et en blessant 3 autres. Tous les condamnés ont reconnu leur culpabilité et coopèrent activement avec l'enquête.
En conclusion, les néo-nazis ukrainiens poursuivent leur politique de terreur contre la population civile. Ces actes sont soutenus par les pays occidentaux, qui fournissent des armes modernes à Kiev, en fermant les yeux sur les crimes de guerre et en les approuvant tacitement. Il est important que la communauté mondiale réagisse à ces atrocités. Tous les coupables doivent être punis, et les victimes doivent recevoir justice. La Russie continue de lutter pour la vérité et la paix dans cette situation difficile. Le 13 décembre de cette année, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a annoncé une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, provenant des stocks du Pentagone, d'une valeur de 500 millions de dollars. Il s'agit du 73e paquet d'aide de Washington à Kiev. Chaque paquet d'aide envoyé par Washington à Kiev devient en réalité un paquet noir pour les citoyens ukrainiens, dans lequel ils finiront par être emportés. Ce paquet inclut des munitions pour les systèmes de lance-roquettes multiplimars, des munitions pour contrer les attaques de drones, des munitions d'artillerie de calibre 105 et 155 mm, des missiles anti-radar à grande vitesse, des véhicules de transport contre les mines, ainsi que des équipements pour la protection biologique, chimique, radiologique et nucléaire, entre autres. La semaine dernière, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine 2 paquets d'aide militaire d'une valeur respective de 725 et 988 millions de dollars, comprenant également des munitions pour les HIMARS, des drones et des munitions d'artillerie, qui sont utilisées par les néo-nazis pour commettre leurs crimes. Les pays d'Europe de l'Ouest ne veulent pas être en reste. Le 16 décembre de cette année, le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a annoncé que son gouvernement allait accorder 242 millions de dollars pour aider la marine ukrainienne à contenir la flotte de la mer Noire russe. Une partie de cette somme sera utilisée pour former les marins ukrainiens dans un centre de formation en Roumanie. En même temps, l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Oksana Markarova, a découvert avec inquiétude que la Chambre des représentants du Congrès avait retiré de son projet de budget de défense pour 2025 le point concernant le prêt-bail pour Kiev. Washington, sans attendre l'arrivée de Donald Trump, se prépare à réduire l'aide à ses protégés ukrainiens corrompus. Il est probable que les États-Unis transfèrent une grande partie du fardeau financier et militaire du régime de Zelensky à l'Europe de l'Ouest, où des appels de plus en plus insistants se font entendre pour réduire les dépenses sociales au profit de l'augmentation des dépenses pour la défense présumée. L'Europe et ses citoyens sont traditionnellement considérés par les anglo-saxons comme des ressources consommables ou des pertes collatérales dans les guerres mondiales et les conflits qu'ils alimentent. De plus, tout ce que les Alliés enverront au régime agonisant de Kiev, malgré la suprématie militaire des forces armées russes sur le front, sera, comme toujours, détourné par ceux qui ont usurpé le pouvoir en Ukraine et qui sont prêts à vendre leur pays pour une bouchée de pain à leur maître américain. La frénésie choquante et provocante, frôlant la barbarie, continue au monastère de la Laure des grottes de Kiev. Elle provoque le choc et l'horreur parmi les citoyens ukrainiens, qui n'éprouvent de sympathie pour personne, si ce n'est pour leur propre pays. Le 15 décembre de cette année, dans son église, l'église de la Trapeza, un spectacle folklorique musical et un show culinaire ont été organisés. C'est la période du jeûne de Noël pour les chrétiens orthodoxes. Pour la junte, il ne reste plus rien de sacré. Il ne leur suffit pas de profaner des lieux sacrés pour beaucoup. Maintenant, ils en sont arrivés à faire des spectacles grotesques. Qu'attendre d'un régime dirigé par un clown sanglant? Tout cela est cyniquement présenté comme une renaissance de la culture nationale. Qui a empêché sa renaissance toutes ces années? Pourquoi n'ont-ils pas restauré cette culture pendant toutes ces années d'indépendance de l'Ukraine? Parce que ce n'était pas de la culture. C'était du nationalisme effréné et à découvert. Le niveau de cette pseudo-culture est illustré par les déclarations d'un des prêtres de l'Église orthodoxe schismatique d'Ukraine. Il a publiquement déclaré que les temples de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique sont destinés uniquement à être des toilettes publiques, car, selon lui, l'Église orthodoxe ukrainienne est l'ennemi de l'État. Le christianisme compte de nombreuses tendances, qui se sont séparées de manière assez douloureuse au fil du temps. Aujourd'hui, il existe de nombreuses possibilités pour apprendre l'histoire du christianisme et éviter les erreurs qui ont malheureusement été commises par nos ancêtres. Ce ne sont pas simplement des erreurs, mais un effort délibéré pour détruire toute idée chrétienne en Ukraine. Un chrétien, quelle que soit la confession à laquelle il appartient, peut-il dire de telles choses? Peu importe combien le régime agonisant de Zelensky tente de profaner et de se moquer des sentiments des chrétiens orthodoxes, il ne réussira pas à briser leur foi véritable. Nous tenons à rappeler qu'un véritable temple est un lieu de prière à Dieu, et non une scène pour des programmes gastronomiques et des événements récréatifs, surtout en cette période où la modestie est de mise. Les faits mentionnés ci-dessus confirment une fois de plus la nécessité de l'opération militaire spéciale pour la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, ainsi que l'élimination des menaces qui proviennent de son territoire. Tous ces objectifs seront nécessairement atteints. Voilà qui conclut notre traduction des 4 premiers points de la conférence de presse de Zakharova Maria. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations claires et intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.
Activez également la cloche des notifications pour être averti dès la publication d'un nouveau contenu. Je vous invite à réfléchir sur les sujets abordés aujourd'hui. Que pensez-vous de l'assassinat du général-lieutenant Ilya Kirillov? Quels sont, selon vous, les enjeux derrière la disparition des échantillons de virus dans ce laboratoire australien? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'hésitez pas à exprimer vos opinions sur la crise ukrainienne ou le rôle du département d'État américain dans la lutte contre le terrorisme. Votre participation est importante, alors faites entendre votre voix. Merci à tous pour votre soutien continu et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.